Fragile, la France est devenue fragile. Chacun le sait, beaucoup de décisions et d'événements fragilisent notre société, notre nation. La montée d'un multiculturalisme violent, d'un islamisme radical conquérant et d'un terrorisme que l'on tente de cacher ou nier. Les craintes d'une crise financière mondiale qui amènerait à taxer les comptes des particuliers. Les irresponsables qui nous gouvernent fragilisent notre peuple privé de sa souveraineté et de son identité, dépossédé culturellement et socialement. La France est fragilisée, de fait. Elle disparaît sous nos pas, sous nos yeux. Dès lors, le rôle de TV Liberté est d'être un moule de résistance et de reconquête. Ensemble, nous avons contré la radicalisation du politiquement correct dans les médias en construisant un contrepoids puissant et indispensable. Pour le dire crûment, nous avons dit merde à la police de la pensée. Cette liberté et cette indépendance ont un coût, mais nous touchons des centaines de milliers et même des millions de personnes chaque mois. Ensemble. Et parce que nous sommes ensemble, nous sommes solides. Donnez-nous les moyens d'amplifier la défense de vos idées, de vos modes de vie, de vos valeurs, de vos repères. Ensemble. Parce que nous sommes ensemble, nous formons une équipe solide, une communauté réelle solide. Nous sommes solides. Alors, aidez-nous maintenant. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique, un nouveau numéro consacré aujourd'hui à la géopolitique mondiale. Et avec moi aujourd'hui, sur le plateau, Caroline Galacteros. Bonjour madame, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors pour vous présenter, déjà je commencerai par ce nouvel ouvrage, Vers un nouveau Yalta, publié aux éditions Sigest. Mais je dirais évidemment que vous êtes géopolitologue, directeur du cabinet de conseil Planeting et présidente du think tank Géopragma. J'ai fait un sans faute. C'est très bien. Alors, Madame Galacteros, pour commencer, je voudrais revenir sur l'actualité tragique avec la disparition de 13 militaires français sur le sol malien. Ils étaient de la force Barkhane. Ça fait 6 ans que la France est au Sahel et cette opération meurtrière a soulevé à nouveau la question de la présence française au Mali. Quel est votre point de vue sur cette action que la France mène au Sahel ? Je pense qu'il faut essayer de... Bien sûr, il y a cet accident tragique qui porte à plus de 40 quand même le nombre de nos morts depuis 2013. Évidemment, il faut leur rendre hommage à leur honneur, à leur courage, à leur héroïsme aussi, parce que c'est une mission extrêmement compliquée. Je suis allée jusqu'à dire impossible sur certains médias hier et avant-hier, et on m'en a tenu rigueur, sans doute, dans certains milieux, notamment militaires, mais néanmoins, n'importe qui peut comprendre que 4500 hommes sur un territoire qui va en gros, enfin qui est équivalent à la distance séparant Lisbonne de Moscou, ou à peu près le territoire de l'Union européenne, c'est en soi quasiment impossible. Maintenant, ça ne veut pas dire que ce soit inutile, c'est-à-dire ce que fait Barkhane, ce qu'a fait l'opération Serval, et ce que nous devons continuer à faire, c'est évidemment rester là, parce que ça n'est pas une question, on ne parle pas du sexe des anges, on parle de la sécurité du territoire européen. Et il est évident que même si nous sommes dans une opération imparfaite, du fait du dimensionnement de la force, du fait que nous ne sommes pas très aidés au niveau européen, etc., etc., en dépit de tous ces problèmes-là, de tous ces handicaps, nous essayons de contenir et d'empêcher d'avancer un certain nombre de groupes
djihadiste, déstabilisateur non seulement pour la bande sahélo-saharienne, mais il ne faut pas oublier où se trouve cette bande sahélo-saharienne. Elle est en dessous du Sahara, et après il y a le Maghreb, et après il y a l'Europe. Voilà. Donc c'est un continuum qui fait que nous envoyons nos forces au loin, aussi pour notre sécurité au plus près. Je dirais après que ça pose d'autres problèmes et que, évidemment, le drame permet peut-être de poser d'autres questions, notamment celle qui est, à mon avis, urgente de la mise en cohérence de notre stratégie dans une autre zone, qui est le Moyen-Orient, mais aussi dans certains pays africains, je pense à la Libye, et de ce qui se passe au Sahel. Il y a une cohérence. On ne peut pas avoir fait, comme on l'a fait, de la déstabilisation, et je sais bien que ça ne se dit pas, et je sais bien que ce n'est pas politiquement correct de le dire, mais enfin c'est une évidence et tout le monde le sait. On ne peut pas avoir choisi le camp des islamistes plus ou moins modérés sous leurs divers avatars dans une partie du monde et s'étonner de voir d'autres parties du même continent être fragilisées, entrer en vibration et aussi accueillir désormais, maintenant que la situation en Syrie se résout peu à peu, accueillir un certain nombre de combattants parce que certes les armes du Sahel viennent de Libye, mais maintenant vous avez les combattants de Daesh, d'Al-Qaïda et consorts qui reviennent de Syrie et d'Irak et qui vont aller vers ces foyers-là. Donc c'est une question très générale et voilà, ça ne veut pas dire, bien sûr que Barkhane, et je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui a été dit sur il est temps d'en finir avec Barkhane, pas du tout, ce serait absolument dramatique de faire cela. Nos armées font un travail magnifique, héroïque, avec vraiment pas assez de moyens, de mon point de vue. Si ce n'est leur dévouement et leur abnégation. Oui, et leur capacité à faire des miracles avec des bouts de chandelle, mais ça ne suffit pas. Voilà. Et ça veut dire aussi que l'Europe doit réfléchir, doit se rendre compte de la réalité des menaces, doit faire des choix sans doute aussi entre ses affectations budgétaires qu'on nous demande de toujours augmenter en faveur de l'OTAN et les nécessités sécuritaires propres à l'Europe, qui ne sont pas les mêmes. Donc là aussi, il y a des arbitrages, mais il y a surtout une prise de conscience. Nous devons prendre conscience que ce qui se passe au Sahel, ça va avoir des conséquences très directes sur la sécurité et l'équilibre des sociétés et des démocraties européennes. Alors, je voudrais vous faire écouter quelques mots de Bernard Lugan, l'historien spécialiste de l'Afrique. On lui a posé la question des intérêts de la France, justement, sur cette zone du Sahel. La présence française est une présence qui évite l'embrasement général, ça c'est clair. Nous sommes dans une situation sur un milieu qui fait quand même plusieurs millions de kilomètres carrés. Pour mémoire, l'Afghanistan faisait 600 000 et il y avait plus de 100 000 hommes. Et là, nous sommes sur une distance qui fait Brest-Moscou et nous avons 4 500 hommes. Donc il est bien évident que sur une immensité pareille, nous ne pouvons pas quadriller. Nous pouvons simplement éviter l'engerbage, la coagulation, éviter la reconstitution de grosses unités djihadistes, comme au début de Serval, quand nous sommes intervenus pour bloquer la colonne qui descendait vers Bamako. Pour le reste, c'est une question qui dépasse complètement l'armée française, dans la mesure où le choix politique qui doit être fait est décidé par les politiques. La France n'a pas d'intérêt économique en Afrique de l'Ouest, c'est clair. Des Français ont des intérêts, mais pas la France. Non, nos intérêts sont des intérêts stratégiques ou des intérêts migratoires. Car si la région bascule complètement dans le chaos, vous imaginez les flux migratoires qui vont se faire sur l'Europe. Bon, visiblement, vous êtes relativement d'accord. Oui, sur totalement. les intérêts financiers, vous partagez aussi son décryptage ? Si On a beaucoup parlé notamment de la présence d'Areva sur cette zone. Est-ce que ça a vraiment une influence ? Est-ce que finalement la France est là-bas pour protéger les intérêts d'Areva ? Concrètement, c'est un peu ce que certains disent, notamment proches de la France insoumise. Mais non. La France a des intérêts économiques sur les 5 continents. Voilà, donc et je ne vois pas pourquoi on s'en choquerait d'ailleurs. Et nous devons les protéger, mais ce n'est pas pour ça que nous sommes là-bas. Et je partage totalement le diagnostic de Bernard Lugan, qui est très clair. Maintenant, qu'est-ce que nos intérêts ? Ça, c'est une question, quand on pense intérêt, on se dit toujours argent,
plus ou moins légitimes. Non, nos intérêts, ce sont des intérêts de puissance, des intérêts d'influence, des intérêts en termes de rayonnement politique, de préservation de notre présence, de containment aussi de celle des autres, parce qu'on n'est pas tout seul en Afrique. Il y a quand même les Chinois, il y a les Américains, il y a désormais les Russes qui se remettent en selle dans un certain nombre de pays. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément les voir comme des adversaires, mais néanmoins, il faut arrêter aussi de se faire tailler des croupières juste parce qu'on est soi-disant toujours dans un état d'esprit de repentance ou de je ne sais quelle culpabilité. Il faut sortir de tout ça. Donc nous avons bien sûr des intérêts et des gens ont des intérêts et ça n'a rien de choquant. Mais nous sommes au Sahel militairement par rapport à des intérêts sécuritaires, comme l'a très bien expliqué Bernard Lugan, et par rapport à des intérêts de stabilisation ou de tentative de stabilisation à la mesure de nos moyens de cette zone. Alors maintenant, cette zone, évidemment, ça devient extrêmement dangereux et Barkhane fait ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas tout faire. C'est pour ça que je dis que c'est une mission impossible. S'il s'agit de tenir le territoire, d'aider l'État malien à renaître, de remettre une administration, de faire du développement, d'aider les populations à s'en sortir, de faire en sorte que les conflits interethniques ou intercommunautaires s'apaisent. Non, on n'arrivera pas à alors faire justement, ça. comment vous expliquez que la France soit finalement assez isolée dans ce rôle? On sait qu'il y a aussi des troupes de la MINUSMA, de l'ONU. Oui, d'abord, l'armée française, elle est assez exceptionnelle. Il n'y en a pas forcément tant d'autres que ça qui soient capables de faire ce type d'opération. Ça explique sans doute aussi qu'on ait pu faire ce qu'on a fait et que ce soit nous qui l'ayons fait. Ensuite, eh bien, il y a la pusillanimité et je dirais même l'inconscience sécuritaire des Européens. Alors on va me dire, oui, mais il y a les Allemands, il y a les Belges, il y a je ne sais qui. Bon, il y a 2 ou 3 pays qui apportent une petite aide plus ou moins symbolique. Bon. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est l'Europe entière qui est menacée par cette situation. Donc, on a l'impression qu'on combat dans les déserts des regroupements de djihadistes, effectivement, qu'on essaie de fracturer, d'isoler, de diviser au maximum. Mais les enjeux de développement liée à cette engeance islamiste qui, elle, fait son miel sur le sous-développement, qui fait son miel sur les populations qui n'ont plus d'espoir ou qui ne savent plus comment elles vont s'en sortir dans toute la zone. Finalement, la recette est toujours la même. La recette est invariablement la même. Voilà, moi je dis juste que cette force est sous-dimensionnée par rapport à la problématique qu'elle veut traiter, que ce qu'elle fait est extrêmement utile et ne doit pas du tout être abandonné, mais qu'il faut maintenant monter en gamme. Et voilà, ce drame peut être une opportunité, si j'ose dire, de réfléchir et de remettre en cohérence surtout les différents théâtres. Voilà. Alors justement, j'aimerais revenir sur une déclaration d'Emmanuel Macron, c'était dans The Economist, où il a expliqué que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Alors finalement, si on fait un parallèle avec la situation au Mali, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, peut-être que l'OTAN aurait pu faire quelque chose. Oula, alors bon, d'abord, moi je ne crois pas que l'OTAN soit en état de mort cérébrale. Je pense que l'OTAN est malade, mais ça est malade structurellement parce que c'est une alliance qui défend des intérêts qui ne sont pas forcément ceux de ses États membres, mais encore faudrait-il qu'ils en aient conscience. Bon, ça c'est un sujet. C'est un malade qui se défend bien, hein, qui a des anticorps, comme la République. Voilà. C'est ça, qui n'a pas l'intention de se laisser faire et de se laisser mourir, qui se cherche sans arrêt des missions, et ça c'est valable depuis la fin de la guerre froide, qui a promu un élargissement à une grande partie des anciens satellites soviétiques pour pouvoir finalement isoler encore plus la Russie. Et on peut quand même se poser la question, pourquoi ? Parce que si on regarde les choses d'un point de vue sécuritaire et stratégique continental, on voit bien que la Russie est une puissance eurasiatique qui aurait naturellement sa place dans une coopération intelligente, ça ne veut pas dire une alliance
diabolique, hein, ça veut dire une coopération stratégique, intelligente, militaire, mais aussi de bien d'autres manières, avec l'Europe, l'Union européenne. Mais ça n'est pas possible, parce que l'élargissement le rend extrêmement compliqué, voire carrément hypothétique, malheureusement. Donc il faut changer tout ça, et il faut... non pas que l'OTAN disparaisse, elle ne disparaîtra pas. Les grandes institutions ont une persévérance dans l'être extrêmement forte. Même en France, quand on essaie d'en finir avec un organisme quelconque qui ressurgit d'une manière ou d'une autre. Bon, donc ça ne disparaîtra pas. En revanche, les Européens doivent sortir ce que j'appelle l'enfant stratégique, se prendre conscience de ce qu'ils ont en commun comme intérêt sécuritaire et géopolitique, et s'inscrire, à mon avis, dans la dimension naturelle qui devrait être la nôtre, qui n'est pas seulement la coopération transatlantique, mais qui est l'Eurasie. L'Eurasie. Parce que là, nous sommes en train de nous faire dans ce cadre-là, prendre... vous parlez souvent de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Comment on peut mettre d'accord, sur le plan des intérêts stratégiques, un peuple tel que les Polonais, par exemple, ou les Baltes avec la Russie ? Eh bien, on peut pas. On peut pas. C'est pour ça qu'il faut faire, à mon avis, des coopérations structurées, j'allais dire sectorielles, qui commencent à grossir et qui se font au meilleur intérêt du plus grand nombre et provoquent à un moment donné un entraînement. Ça peut se faire en matière, bien sûr, de défense, même si les Américains feront tout. Donc pas de droit de veto, quelque part. Pour aucun des pays. Ah ben non, non, pas de droit de veto. Il faut au contraire, il faut une préférence communautaire déjà. Il faudrait déjà qu'on arrive à faire ça. Préférence communautaire en matière industrielle, en matière d'armement. Enfin, il faut qu'on arrête d'être un espèce d'espace qui se prétend tellement ouvert aux quatre vents par principe et par vertu, que finalement c'est un des derniers espaces anti-protectionnistes qui soit sur cette planète. Je veux dire, le monde entier est en train de faire autre chose. Donc c'est bien de vouloir avoir notre petit modèle à nous, tout mignon, tout gentil, mais concrètement on est en train de se faire manger. Donc on est en train de se faire manger à l'Est et à l'Ouest par l'Amérique et par la Chine. Donc soit on comprend qu'au milieu il y a cet énorme espace avec la Russie qui est certes qui a ses intérêts. Je ne dis pas que les intérêts russes sont les intérêts de l'Union européenne, hein, pas du tout. Il y a des intérêts nationaux de la Russie qui ne sont pas ceux de l'UE, qui elle-même est très divisée et très diverse. Mais nous avons la Russie est une puissance eurasiatique centrale, et c'est pas pour rien que les États-Unis cherchent à rendre impossible cette union depuis 30 ans un rapprochement, ne serait-ce qu'une coopération. On voit bien ce qui se passe en matière énergétique, même avec l'Allemagne, qui a besoin des Russes, clairement. On voit bien les pressions qui s'exercent. On voit tout ce qui s'est passé. On a vu les révolutions de couleur. On a vu énormément de choses qui montrent que l'alliance, d'abord, entre l'Allemagne et la Russie, c'est un cauchemar du point de vue de Washington. C'est un cauchemar stratégique. Et le rapprochement entre l'Union européenne et la Russie, qui ferait d'elle un bloc, non pas forcément un bloc, mais un ensemble géostratégiquement important entre l'Amérique et la Chine, n'est pas quelque chose qui est souhaité, ni par les uns ni par les autres, d'ailleurs, pas plus par les Chinois que par les Américains. Vous disiez tout à l'heure, on est en train de se faire manger par d'un côté la Chine, de l'autre côté les États-Unis, au milieu cette grande zone, mais quand vous dites « on », finalement, on parle de l'Union européenne actuelle ou de cet espace eurasiatique dont vous parlez, puisque finalement, aujourd'hui, la Russie... Elle n'a pas forcément besoin de l'Union européenne. Elle en a de moins en moins besoin. Elle en a de moins en moins besoin. Ça fait 15 ans qu'elle essaie ou même, enfin, en tout cas depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, elle a essayé par tous les moyens de pousser une coopération, de proposer... De s'émanciper, oui. De s'émanciper et de se rapprocher de l'Union européenne. Ça n'a jamais marché. Et au contraire, elle a eu des sanctions, ce qui lui ont permis de se développer. Et il est évident maintenant qu'il y a un balancement, mais qui n'est pas forcément un balancement de cœur, qui est un balancement par dépit, de nécessité. Oui, enfin, faire de nécessité vertu. Donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à l'échelle eurasiatique, grâce aussi à sa reprise de crédibilité globale, notamment au Moyen-Orient, la Russie est en train de constituer, parce qu'elle se méfie évidemment de la Chine,
se méfie de la Chine, bien plus encore sans doute que de l'Union européenne ou même des États-Unis. Elle sait bien ce qui est en train de se passer. Donc elle est en train de consolider, de structurer. Elle aussi, c'est pas les nouvelles routes de la soie, mais c'est l'Union économique eurasiatique, c'est l'Organisation de coopération de Shanghai, c'est les unions sécuritaires, les alliances sécuritaires avec des ramifications de toute nature. Tout ça est en train de se faire. Et ce serait bien que l'Union européenne s'en rende compte avant qu'il ne soit trop tard. C'est-à-dire qu'on lui ferme la porte et qu'on lui dit, écoutez, maintenant, nous, on a un bel ensemble, ça marche à peu près, on coopère, on a tout un tas de types d'alliances, d'associations plus ou moins lâches, selon les secteurs et selon les membres, parce que toutes ces structures auxquelles je fais référence, alors, le cœur, c'est les stans, ce qu'on appelle les stans, donc les anciennes républiques turcophones d'Asie centrale, etc. Plus la Russie, plus la Biélorussie, plus de temps en temps, il y a l'Iran en observateur, l'Inde, la Chine, enfin, je veux dire, ils sont en train de faire quelque chose d'extrêmement intelligent autour de la coopération économique et d'une certaine convergence sécuritaire, sur les intérêts sécuritaires. Voilà, y compris avec la Turquie parfois aussi. Donc il se passe beaucoup de choses qu'on n'observe pas de la même manière qu'on a laissé arriver le projet des routes de la soie, des nouvelles routes de la soie, en le jugeant pendant les premières années de l'ordre de l'élucubration chinoise, du rêve confucéen, enfin bref, on n'a pas du tout pris ça au sérieux. Et maintenant c'est là. Et maintenant, la Chine nous joue en ordre dispersé, comme l'Amérique le fait de l'autre côté. Ça se voit, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, qu'est-ce qu'on attend ? Alors justement, sur cette question de défense, j'aimerais revenir sur Emmanuel Macron, qui avait donc parlé, on l'a dit, de cet OTAN en état de mort cérébrale. Mais conjointement à cela, il a également parlé à plusieurs reprises d'une envie de développer une défense européenne. Et c'est quelque chose qui a particulièrement déplu à Donald Trump. Je vous propose de regarder quelques images. Le président Macron vient de suggérer que l'Europe construise sa propre armée pour se protéger contre les États-Unis, la Chine et la Russie. Très insultant, mais peut-être que l'Europe devrait d'abord payer sa part à l'OTAN que les États-Unis subventionnent largement. I do share President Trump's view that we need a much better burden sharing within NATO, and that's why I do believe that my proposals for European defense are totally consistent with that, because it means more Europe within NATO, more capacity, in order to take our part of the burden. And I think it's very fair and it's very important. I appreciate what you're saying about burden sharing. You know what my attitude's been, and we want a strong Europe. It's very important to us to have a strong Europe, and whichever way we can do it the best and most efficient would be something that we both want. Alors Emmanuel Macron a lancé l'idée de cette défense européenne, il a critiqué l'OTAN, Donald Trump a mis un petit coup de baguette sur ses petits doigts de ses petites mains et rétropédalage. Écoutez, le vrai problème, c'est oser vraiment désobéir. C'est-à-dire, moi, je pense que... Enfin, je veux donner crédit à notre président d'un certain nombre de tentatives. Simplement, il faut qu'on le prenne au sérieux. Et pour qu'on le prenne au sérieux, il faut qu'il ose vraiment désobéir. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas seulement de dire oui, on va partager le fardeau, un peu plus d'Europe dans l'OTAN. Il faut commencer par dire les Européens ont d'évidents intérêts sécuritaires et de défense qui ne sont pas forcément ceux de l'Amérique. Enfin, c'est une évidence. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voir cette évidence ? C'est tellement basique. Ça ne veut pas dire que les Américains ne sont pas alliés avec nous, mais nous ne voulons pas être des vassaux. En tout cas, je ne pense pas que la France ait envie d'être vassale. Alors, c'est peut-être valable pour certains États, mais pas pour tous. Donc, il faut que nous osions désobéir, que nous osions affirmer ce que nous sommes, nos intérêts, comment nous entendons les défendre, et évidemment, la France, avec son armée, qui est quand même la plus grande de l'Union européenne, et la plus indépendante surtout, encore, y compris technologiquement, même si plus le temps passe, plus il commence à y avoir des petits trous dans le maillage, eh bien c'est la France qui doit
proposer un certain nombre d'initiatives de coopération industrielle. Alors, moi, je ne crois pas à l'armée européenne. Si vous voulez, le jour où on en sera à l'armée européenne, ce sera merveilleux. En revanche, oui, la défense européenne, mais ceux qui veulent bien faire certaines choses avec nous, il faudra aussi qu'on fasse des concessions et que nos industriels fassent des concessions. Mais c'est valable pour les Allemands, c'est valable pour les autres. Simplement, il faudrait que tout le monde soit assez honnête pour dire vraiment ce qu'il veut. Parce que s'il se trouve qu'il n'y a que les Français pour comprendre que l'Europe a des intérêts sécuritaires propres et que pour le reste, tout le monde croit que l'Amérique, j'allais dire que c'est le rêve de oui-oui, quoi. Enfin, on s'imagine que les États-Unis vont venir défendre aujourd'hui, comme ils l'ont fait, comme ils l'ont laissé penser pendant des décennies après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe, si jamais il y avait une agression. Et quelle agression ? Ce ne sera pas une agression russe ou une agression balte, ça on sait très bien que c'est un paravent, c'est la caution une caution tout à fait... Alors évidemment, ça plaît aux Polonais et aux Baltes, ça leur rapporte beaucoup d'argent, ça permet beaucoup de manœuvres, ça justifie beaucoup de budget, très bien. Mais ça n'est pas ça qu'il faut à l'Europe. L'Europe, il faut qu'elle soit autonome dans l'expression de sa volonté, dans l'expression de ses intentions stratégiques aussi, et qu'à un moment donné, elle ait des forces en état de pouvoir intervenir sur des théâtres qui lui semblent importants pour la sécurité de ses concitoyens. Pas au milieu de nulle part pour obéir à des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Quels étaient nos intérêts pour aller en Libye, pour aller en Syrie ? Il faut qu'on nous explique. Et alors justement, comme cette défense européenne finalement n'existe pas, il reste aujourd'hui uniquement cette OTAN. Vous avez dit tout à l'heure que vous ne pensiez pas qu'elle était en état de mort cérébrale, mais où en est l'OTAN aujourd'hui quand on a des pays européens, quand on a les États-Unis qui, comme vous venez de le dire, n'ont pas du tout les mêmes intérêts, et même un pays comme la Turquie qui continue à occuper Chypre, qui ne respecte pas finalement les conditions fixées par l'OTAN. On peut comprendre Emmanuel Macron finalement quand il dit que c'est en état de mort cérébrale, c'est que c'est une organisation qui n'a plus trop de sens. C'est-à-dire... Le sens originel, certes, mais il est quand même bien dévoyé depuis. C'est un peu comme la politique américaine ou n'importe quelle politique étrangère. D'abord, c'est quel est l'objectif ? C'est ça la question qu'on doit se poser. Quel est l'objectif rempli par l'OTAN ? L'objectif réel, pas l'objectif affiché. Pour moi, l'objectif réel, c'est le contrôle de l'Union européenne au plan stratégique. Évidemment, la constitution d'un grand marché d'armement pour les États-Unis, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à part nous et encore, la plupart des autres pays se fournissent en armes américaines. Quant à la Turquie, je pense que c'est un pion très important de l'OTAN, que son président l'a fort bien compris, qu'il a compris aussi qu'il était le nouvel avatar américain, d'une certaine manière, de la politique américaine pour le camp sunnite un peu islamiste, de soutien à des mouvements islamistes syriens et moyen-orientaux, je parle pas des Turcs eux-mêmes, au Moyen-Orient, et que maintenant que l'Amérique a compris qu'elle n'avait plus rien à faire là parce qu'elle avait perdu, de toute façon elle a perdu, elle a déstabilisé, certes, on l'a suivi, certes, on l'a fait avec elle, certes, enfin quand même, 8 ans plus tard, on est en train d'arriver à un point militaire où la souveraineté syrienne va être recouvrée. Donc c'est un échec flagrant de la tentative de déstabilisation de l'État syrien. Et il ne faut pas oublier qu'Erdogan, au départ, était parti de cette déstabilisation, partie très active. Bien sûr. Très active. Donc lui, il a retourné sa veste d'une certaine manière. Il s'est remis en alliance avec les Russes et les Iraniens, sur certains aspects, mais évidemment, il garde une énorme valeur ajoutée aux yeux des États-Unis pour pouvoir être présent dans la zone, être une puissance de l'OTAN qui gêne la Russie dans la zone, puisque quand même la Russie a repris la main, y compris au plan des négociations. Donc c'est un caillou dans la chaussure russe, Erdogan. C'est un caillou américain dans la chaussure russe. Alors après, est-ce qu'on irait jusqu'à dire que c'est un mini cheval de Troie pour les États-Unis ? D'une certaine manière, c'est-à-dire il veut rester dans l'OTAN, les États-Unis veulent qu'il continue à faire un certain nombre de choses. Bien sûr, ils ne sont pas d'accord sur les armes parce qu'il est particulièrement
Il a oublié de... Enfin, il a une manière très intelligente de se faire désirer et aimer de tous. Donc, il achète des F-35, mais il achète aussi des S-400. Là, il envisage des manœuvres pour les faire... Comme vous dites, c'est Erdogan. Bien oui, sûr. Erdogan, bien sûr, pour les faire se mesurer, pour voir dans quelle mesure les S-400 sont capables d'intercepter les F-16. Je ne parle pas des F-35, là, pour le coup. Donc, il y a... Je ne dis pas que c'est une alliance totale et sur tous les points, mais c'est une convergence d'intérêts bien compris entre Washington et Ankara. Et Moscou n'y voit pas trop à redire, parce que Moscou a aussi d'autres préoccupations, sans doute, qui est de maintenir l'Iran, notamment un peu à la gaffe, hein, et aussi donc de jouer avec cette relation russo-iranienne, russo-américaine, de trouver sa place par rapport à la Turquie. Parce que Poutine aussi, il considère qu'il a ramené Erdogan dans le giron russe, si vous voulez. Il faut se souvenir de l'avion le coup d'État russe. avorté, voilà. Non, avant, même. Avant. Du Sukhoi descendu par les Turcs, sur information miraculeusement parvenue au bon moment à leurs pilotes. Et tout ça, ça avait fait une brouille d'1 an. Évidemment, au profit des Américains. Poutine a su être très dans calme. Le self-control. Voilà. Et Erdogan est revenu. Quand il a vu que le vent tournait en Syrie et que de toute façon, il avait aussi raté son coup, que ce soit avec Daesh, Al-Qaïda ou les autres. Il s'est remis dans le camp des vainqueurs. Il a acquis aussi une véritable indépendance d'une certaine manière sur le terrain, puisque aujourd'hui on le laisse faire un peu ce qu'il veut. L'Amérique le laisse faire. Mais l'Amérique le laisse faire. Ah bah, les Kurdes, oui. Ça, c'est encore un autre sujet qu'on a monté en épingle tristement, parce que évidemment, ils font les frais de l'accord de fait. Oui, qui est en train. Ce sont des dommages collatéraux. Oui, bien ce sûr. sont des dommages collatéraux. Mais j'allais dire comme nous le sommes aussi, d'une certaine manière. Et j'aimerais bien, dans ce domaine-là, que la France aussi ait la grandeur de reconnaître un certain nombre d'erreurs et comme ça, de pouvoir en sortir. Alors justement, ça nous fait revenir à la France. Il y a quelque temps, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'il faisait face à certains raidissements de la part du Quai d'Orsay, avec certaines divergences de points de vue sur sa politique étrangère. Et il a laissé échapper également dans plusieurs entretiens qui étaient peu ou prou au moment du G7 qui s'est tenu à Biarritz. Il a parlé d'État profond. Rattrapant un peu la formule malencontreuse sans doute, ou du moins que certains lui auront reproché en expliquant que cet état profond c'était une sorte d'inertie bureaucratique. Qu'est-ce que vous entendez, vous, Caroline Galacteros, par le terme d'état profond ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse réduire l'état profond à de l'inertie bureaucratique. Tiens donc. Non. Non. Il y a, bien sûr, dans un État aussi bureaucratisé que le nôtre, une inertie. Une manière d'enterrer les problèmes, de mettre la poussière sous le tapis, de caviarder les notes des experts, et je l'ai vécu, pour qu'elles arrivent au niveau du président ou du Premier ministre d'une manière dite lisse, ou plus acceptable, ou sans aspérité, ou pas du tout éventuellement. Oui, il y a aussi le triage vertical. Mais, bien sûr, il y a ça. Mais en matière de politique étrangère, nous faisons face à autre chose. Nous faisons face à la pénétration, alors mentale. C'est-à-dire, je ne sais même pas, je suis incapable de dire, sauf peut-être pour certaines personnes, mais il y a il y a un certain nombre de gens en France qui sont à des positions de pouvoir ou d'influence ou de préconisation dans l'appareil d'État, pas qu'au Quai d'Orsay d'ailleurs, qui sont convaincus d'un certain nombre de choses qui ne vont pas forcément avec les orientations présidentielles, du moins les présentes, qui sont d'un atlantisme on parle pathologique. On parle au hasard de philosophes avec une chemise parfois ouverte jusqu'à la moitié du ventre.
Non, mais celui-là, non, on n'en parle même pas. Celui-là, c'est celui-là. Alors lui, il est à visage ouvert. Il n'a pas besoin d'être profond ni rien du tout. C'est même plus de la surface. Non. Là, je parle de gens qui sont dans des positions de pouvoir technocratique, de pouvoir de faire avancer un dossier comme ceci ou comme cela, de pouvoir de lancer une mission, de lancer une coopération, de lancer une idée, c'est comme ça que les choses peuvent évoluer. Il suffit pas que le président veuille. Il faut qu'il puisse après contrôler son administration. On le voit bien dans les ministères, c'est la même chose avec les ministres. Il faut que le ministre contrôle déjà son cabinet, c'est bien, et puis après ses grands directeurs. Bon, donc mais ça c'est valable, j'allais dire pour tous les États, c'est valable aux États-Unis. On voit bien avec Trump. Sans doute. Voilà. Donc l'État profond, c'est cette espèce de résistance qui se fait de fait. Par la promotion ou par la répétition permanente d'un certain nombre de pensées, de réflexes de pensée, de cadres de pensée, de paradigmes de pensée, par exemple sur la sécurité européenne, par exemple sur l'OTAN, par exemple sur la nécessité des forces françaises ou pas, à telle dimension, à tel niveau, si vous voulez, par exemple sur l'hostilité à l'égard de la Russie. Sur l'hostilité à l'égard de la Russie, c'est évident. Il y a, voilà, alors certains ont donné un nom à cela. On les a appelés les membres de la secte. Il y aurait une sorte de secte dans la haute administration française qui ferait en sorte qu'on ne puisse jamais avancer, sortir un peu de nos prismes intellectuels guerre froide. Voilà, complètement guerre froide. Sauf qu'on ne sait plus la guerre froide, là. Il faut se réveiller, le monde a complètement changé. Donc ce serait bien de... Voilà, c'est ce que j'appelle sortir de l'enfant stratégique. C'est déjà commencer par sortir de nos inhibitions, sortir de nos trouilles, de nos peurs, et se demander où sont nos véritables partenaires, alliés, concurrents, rivaux, dans quelle mesure est-ce qu'on nous instrumentalise par ces espèces de vieux réflexes pavloviens, hein, c'est peut-être les Russes qui ont inventé ça, si mais je me permets de vous interrompre. Nous avons des respects. Parce qu'en vous lisant justement sur ce pavloviens. terme d'enfance stratégique, je me suis dit c'est peut-être plutôt de la sénilité stratégique. Ou de la mort cérébrale. Voilà, de nouveau. C'est pas l'OTAN, c'est l'Europe. Non mais il y a une inertie, on a l'impression du vieux monde justement, et vous vous rappelez avec les références de la guerre froide, finalement, oui, ça c'est vrai. Il n'y a pas de modernité dans la lecture. Mais aucune, parce qu'on veut se rassurer. C'est pour ça que Trump est tellement mal perçu et vécu en Europe. C'est parce qu'on veut absolument croire que c'est une parenthèse diabolique, que ça va finir et qu'on va revenir, à ce qu'on connaît tellement bien, c'est-à-dire une Amérique qui veut notre bien, qui veut notre protection, etc., et dont les intérêts fondamentaux se confondent, ni plus ni moins, avec les nôtres. Moi, je veux qu'on m'explique. Voilà. Parce que je pense que l'Amérique a des intérêts stratégiques qui ne sont pas du tout les nôtres. Mais pas du tout. Mais ça n'est pas une critique. C'est la base. N'importe quel pays sur cette terre n'a pas les mêmes intérêts stratégiques que son voisin. C'est juste la base de la géopolitique. Donc, il faut partir de là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas des alliés. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas dans une alliance éventuellement ensemble, mais pas comme des petits-enfants qui sont tenus comme les laisses. Vous savez, dans les années 70, on baladait ces enfants comme les chiens. On leur mettait un petit harnais, puis hop, hop, hop. Voilà. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça, l'OTAN. Donc c'est horrible, hein, je vais encore me faire beaucoup d'ennemis en parlant de manière si imagée. Mais nous en sommes là, c'est pour ça que je nous appelle des enfants. Parce que nous ne voulons pas même être adolescents. Commencer à nous opposer un peu au père. Ça ne veut pas dire forcément le tuer au sens freudien du terme, mais d'une certaine manière, si. C'est mental, notre problème, il est mental. Et alors, on peut constater dans le cas syrien, justement, vous le dites aussi dans les chroniques qui sont reprises dans cet ouvrage, que finalement, même en position basse, on n'arrive pas à tirer parti de la situation d'une certaine manière. Et vous l'expliquez justement avec le retrait des troupes américaines en Syrie, où c'était une occasion presque inespérée finalement pour la France de reprendre pied sur ce territoire, et que là encore, c'est une occasion manquée. Oui, mais reprendre pied, ça veut dire d'abord faire un énorme mea culpa, voilà, à mon avis. Et je ne vois pas pourquoi on ne serait pas capable de le faire. Et je pense que ce serait tout à notre honneur. Surtout qu'on est habitué au mea culpa d'habitude. Non, mais un vrai. Un vrai qui, là, pour le coup, serait tout à fait justifié. C'est-à-dire, nous avons
À tort ou à raison, consciemment ou inconsciemment, délibérément ou pas, ça n'est même plus le sujet. Nous avons très mal évalué ce qui se passait, les forces à l'œuvre pour déstabiliser cet État. Et nous sommes entrés, et c'est pour ça que nous n'arrivons pas à tirer notre épingle du jeu, parce que nous n'avons plus de crédibilité sur le théâtre syrien, et plus personne ne veut de nous, c'est clair. Nous sommes entrés dans les valises d'une intervention dite occidentale qui consistait à casser le pays et à mettre au pouvoir des islamistes. Voilà, sunnites, c'est tout. Donc, je veux bien qu'on les appelle modérés, pas modérés, les gentils, les méchants, les nanana. Très bien qu'Al-Qaïda fasse du bon, du mauvais boulot. La réalité, c'est qu'il y avait un État imparfait, tenu de main de fer, avec tout un tas de problèmes, tout un tas de revendications sociales, évidemment. Mais en quoi l'ingérence, l'interventionnisme, le soutien armé, enfin sous toute forme, à ces gens-là, au prétexte qu'ils seraient anti cette personnalité diabolisée que fut et qu'est toujours d'ailleurs Bachar el-Assad, est-il un discours, une posture intelligente ? Alors, il se trouve, moi, bon, c'est vrai que moi je l'ai assez vite vu parce que ça se voyait, parce que c'était si on veut bien sortir précisément de nos fauteuils confortables parisiens et se rendre compte un peu de ce qui se passe sur le terrain et arrêter de donner crédit à toute la désinformation, on pouvait se rendre compte assez vite, et notamment, évidemment, à partir de l'entrée en lice des Russes, que la situation, ça n'allait pas être si simple, ça n'allait pas se passer comme on l'avait prévu. Et à partir de ce moment-là, la France, de mon point de vue, doit être, d'ailleurs ce qu'a dit le président, une puissance médiatrice. Sauf que pour être médiateur, il faut être neutre. Voilà, c'est neutre un médiateur. Il n'est pas d'un parti ou de l'autre, il est neutre. C'est pour ça, c'est sa valeur ajoutée. C'est qu'il écoute, il essaie de réfléchir, il essaie de comprendre, il essaie de proposer. Mais il n'est pas en train de dire voilà les bons, voilà les méchants, et Bachar bourreau de son peuple. Il faut qu'on sorte. Tout ça, c'est complètement infantile. Non seulement c'est faux, mais c'est une défausse bien pratique de nos propres errements. Et c'est totalement infantile et surtout totalement inefficace. Voilà, parce que je ne sais pas ce qu'il adviendra de l'avenir politique de la Syrie. J'espère surtout qu'on va arriver à en finir avec ce qui reste de foyers djihadistes dans ce pays et que ce peuple qui a fait les frais de notre prétendu idéalisme, qui pour moi est extrêmement cynique, hein, c'est aussi pour ça que j'ai créé Géopragma, c'est parce que pour moi il y a ce paradoxe cardinal qui est que plus on parle de grands principes et de grandes vertus, plus on fait de morts. Il faudrait quand même voilà, il faut se demander. Est-ce que c'est bien la démocratie ? Moi, je suis une grande démocrate, c'est formidable. Mais si pour ça, il faut faire des centaines de milliers de morts, je ne suis pas sûre. Alors justement, revenons à la question du terrorisme qui est aussi évoquée, évidemment. Finalement, c'est souvent dénoncé comme l'enjeu militaire par excellence de notre époque. On comprend évidemment pourquoi, avec les nombreux morts que cela a pu faire sur le territoire européen, mais pas seulement, évidemment, aussi dans les pays d'ailleurs musulmans, bien sûr. Finalement, au-delà de l'aspect sécuritaire, qui bien sûr est un aspect à part entière, quel est l'enjeu de la lutte contre l'islamisme aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a véritablement un instinct de puissance, j'allais dire, de la part de l'islamisme, ou est-ce que finalement il y a avant tout une crainte de leurs attaques, j'allais dire, très pragmatiques et très basiques, comme ils le font aujourd'hui quand ils commettent des attentats ? Est-ce qu'il y a véritablement un risque de développement de l'islamisme sur d'autres plans que celui qui est sécuritaire ? Alors, je pense qu'il y a un risque de développement d'une forme d'islamisme sur nos sociétés européennes, notamment parce qu'elles sont faibles, parce qu'elles ne se perçoivent pas comme cohérentes et d'une certaine manière contraignantes, un peu, pour leur population. Et on a versé, on a cru, on a relayé un certain nombre d'idées fausses, à mon avis, qui ne sont pas propres à nos États, et certainement pas un État centralisé comme la France, qui visaient à ériger l'idée de communauté, de groupe, en vertu, et qui, ce faisant,
eh bien, ouvre la voie à la fragmentation des sociétés. Après, il y a bien sûr un problème migratoire. Donc il y a un problème identitaire. On peut aussi le nier, faire tout ce qu'on veut, dire que c'est d'extrême droite. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a des flux migratoires qui vont nous échapper de plus en plus et que si nous ne pouvons plus économiquement, culturellement, être assez forts et sûrs de nous-mêmes pour intégrer à notre mesure et selon nos besoins certaines franges de ces populations, eh bien nous allons tout simplement, pour ne pas être coupables ou pour ne pas être tenus pour coupables de non-assistance à personne en danger économique, ne serait-ce qu'économique. Ou climatique. Ou climatique, bien sûr, désormais c'est clair. Devoir ouvrir le territoire européen à tous les vents. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer un appauvrissement, à mon avis, généralisé. Moi, je veux bien qu'on m'explique que l'immigration est une richesse, peut-être pour l'industrie, dans quelques micro-secteurs, et je ne pense pas que ce soit d'ailleurs un très bon... Mais en tout cas, pas à court terme. Voilà, mais de toute manière, non. Donc nous avons un problème culturel et civilisationnel. Ça va de pair avec les questions de sécurité et de défense qu'on abordait. C'est-à-dire que l'Europe, elle ne veut pas voir le monde tel qu'il est, quoi. Elle ne veut pas voir. On a aussi l'impression d'une terrible incompétence, même inconséquence peut-être, vis-à-vis de sa politique étrangère. On a du mal à penser que la France puisse combattre l'islamisme, quand dans le même temps, Laurent Fabius se félicitait du bon boulot d'Al-Nosra. C'est dramatique. Ou tout simplement, quand on continue d'entretenir des liens avec les pétromonarchies qui continuent d'injecter de l'argent dans des mosquées plus que rigoristes. C'est pour ça que je pense qu'on doit repartir d'une notion centrale, basique. Et ça, on ne peut pas le faire par naïveté. Il y a bien quelque chose qui justifie ces choix politiques. Alors, sous Laurent Fabius, ça s'appelait la diplomatie économique. N'est-ce pas ? Notre diplomatie était réduite à sa nature économique. Moi, je prétends que la diplomatie, c'est pas économique, c'est une ligne d'opération parmi d'autres, bien sûr. Je prétends qu'on ne peut pas, vendre des armes comme on l'a fait, parce que on vend des armes et on nous explique qu'en gros c'est une faveur, qu'on n'en a pas besoin de nos armes. Donc on les vend, donc on a des contrats, et en échange de cela, en fait, on ferme les yeux sur énormément de choses. Vous parliez des mosquées tout à l'heure, mais on pourrait parler aussi des Saoudiens, des Qataris. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas avoir de relations avec ces États, encore une fois. C'est-à-dire, on ne va pas... Non, mais on a le sentiment d'avoir une relation presque soumise à leur égard, alors qu'on parle de territoires qui ne pèsent pas grand-chose, qui n'ont pas de défense. D'abord, et deuxièmement, qui promeuvent des valeurs qui, pour le coup, sont aux antipodes de ce que nous considérons comme étant les nôtres. Donc c'est bien gentil d'avoir toujours les mots de valeur et de laïcité à la bouche, mais à la fin, effectivement, il faut être cohérent. À la fin, c'est les émirs qui gagnent. À la fin, c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, et entre, vous avez la France avec les préoccupations électoralistes des uns et des autres, avec la réalité d'une population musulmane, avec sa victimisation croissante qui fait qu'on n'ose plus rien dire, qu'on n'ose plus rien demander, qu'on n'ose plus rien exiger, qu'on ne sait plus très bien même ce qu'est la laïcité. Quand on est de plus en plus, j'allais dire, déboussolé en termes de valeurs, justement. Mais dans le même temps, on peut combattre l'Iran, évidemment. Et dans le même temps, on peut combattre l'Iran, oui, voilà. Et c'est pour ça que moi, je pense aussi que là, nous devons être capables d'avoir une évaluation de nos intérêts. Notre intérêt n'est pas de choisir. Nous sommes un grand pays. Nous n'avons pas à choisir des camps. Nous avons à choisir quels sont les pays avec lesquels nous voulons coopérer pour telle et telle raison. Ça peut être des pays qui eux-mêmes ne s'entendent pas. Ça n'est pas grave. Nous sommes plus dans des grandes alliances et il ne faut surtout pas passer d'une laisse à une autre. Hein. Il ne s'agit pas d'enlever le collier de chien américain pour prendre le collier de chien chinois ou russe ou je ne sais quoi. Il s'agit de se dire qu'on n'est pas rien. Et ça aussi, c'est le fruit d'un grand bourrage de crâne sur le thème « la France n'est plus rien ». Vous avez parlé non, on n'est pas plus rien. Voilà, on n'est pas plus rien, on a encore un certain nombre d'atouts considérables. Il suffirait juste de repartir de cela,
de chercher des gens qui veulent bien travailler avec nous, qui nous apprécient pour notre capacité de jugement, de critique, de modération et de lien, et ne pas rentrer dans des guerres qui ne sont pas les nôtres. Les guerres du Moyen-Orient menées depuis 2003 ne sont pas les nôtres. J'aimerais une dernière question pour conclure, en rapport avec votre dernier livre, donc Vers un nouveau Yalta. Vous avez été très aimable, vous avez mis le drapeau européen. Il y a le drapeau américain, européen, chinois et russe sur cette couverture. Est-ce que vous pourriez nous résumer ce nouveau Yalta, ce nouvel ordre mondial, j'allais dire, aujourd'hui? J'ai coutume de dire quand j'interviens qu'il y a ce duopole que maintenant on a à peu près enregistré, intégré, qui est le duopole sino-américain, mais qu'en dessous il n'y aura pas l'alignement qu'il a pu y avoir entre un bloc Est et un bloc Ouest pendant la guerre froide. Ça va être beaucoup plus à géométrie variable. L'Europe est là entre les deux. Elle a été clairement dans un camp ouest pendant toute la guerre froide. Mais elle a aujourd'hui, parce qu'il s'est passé énormément de choses, sur le continent eurasiatique, le grand jeu va se refaire, va se rejouer. Et à mon avis, tout l'enjeu de l'Union européenne, si elle veut trouver un peu de sens et être autre chose qu'un grand marché, si elle veut trouver un peu de sens à elle-même et petit à petit arriver aussi à être un bloc, j'allais dire, de respect et de confiance vis-à-vis du reste du monde et pas seulement de prédation, de marché, de pépites, de je ne sais quoi, de licorne, bon, enfin bref, on peut leur trouver plein de noms. Eh bien, elle doit trouver sa place, donc elle doit oser faire cette révolution stratégique, qui est vraiment, c'est la maturité. Il faut qu'on admette qu'on peut être stratégiquement autonome. Alors là, mais on peut avoir des liens avec les uns, avec les autres, on peut faire des manœuvres avec les uns, avec les autres, on peut être dans l'OTAN pour certaines choses, ce sera ça, le nouveau monde. Il y a deux projets de puissance clairs. L'ancien hégémone américain qui n'a pas l'intention de mourir et qui ne va pas se laisser faire. La Chine qui, elle, procède, j'allais dire, de manière extrêmement habile et très intelligente à travers toute l'Eurasie, jusqu'au bout de l'Europe et vers l'Amérique. Il y a des enjeux énergétiques colossaux. Donc nous devons repartir de nous-mêmes, au lieu d'attendre que la solution vienne d'on ne sait quoi, de l'Europe. Ça ne veut rien dire. L'Europe, c'est la somme de ses membres, c'est comme l'ONU, ça ne veut rien dire sinon. Ça ne viendra pas non plus de Washington, ça ne viendra pas de Pékin, il ne s'agit pas de se jeter dans les bras des uns ou des autres, il s'agit de se demander ce qu'on veut être. Et de se prendre en main. Et de se prendre en main, absolument, et nous en avons les atouts. Merci beaucoup Caroline Galacteros. Je vous en prie. Merci à tous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager cette émission en attendant de nous rejoindre la semaine prochaine.